Bonjour à tous qui viennent d'arriver, je vous rappelle qu'on est en live de 9h à 10h environ. En plus cette semaine j'ai beaucoup de choses à faire, dont aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire. Généralement on doit finir à 10h et finalement on finit à 11h30 les gars. Merci à tous les gars, hein. Merci pour l'amour que vous avez donné hier pour la vidéo qu'on a sortie sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui ne sauraient pas, on a sorti une vidéo récap 2021 et j'ai fait le montage du coup complètement sur la chaîne Crypto Future, hein, bien sûr. Il faut savoir que sur la chaîne Crypto Future, du coup on est plusieurs, il y a Mathéo et il y a moi, du coup il y a d'autres personnes aussi qui travaillent derrière, dans les graphistes et tout. Et là du coup c'est étant donné que c'est moi qui monte les vidéos, qui fait le motion design, les animations et tout, et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo récap 2021 et du coup on s'est retrouvé à la publier hier. Et bon du coup comment avez-vous passé cette semaine? Comment était cette semaine pour vous hein, sur le Bitcoin, sur les marchés, etc. Racontez-moi tout ça. Ah, désolé, ça frise, ça doit être horrible à regarder. Je sais pas si ça frise trop, parce que moi ça a l'air de bien marcher, et sur le live je pense pas, je sais pas. C'est bizarre. Je parle de la phase 3 de stacking par exemple, alors je savais pas qu'il y avait des phases dans le stacking, je t'avoue. Moi je sais que sur Just Mining j'y suis depuis septembre au niveau du stacking. Ah oui d'ailleurs il y en a qui m'avaient demandé il y a quelques jours, quelques semaines, si je faisais encore du stacking sur Elrond. Et en fait, je me suis dit pourquoi j'en fais pas alors qu'on est sur des bottoms et tout. Parce que j'avais peur que ça remonte. Mais là du coup, ça fait à peu près 2 semaines que je suis rentré dans le stacking, avec plus de LGLD que j'en avais avant. Sur mon stacking, et du coup j'ai beaucoup plus de rendement, d'autant plus qu'on est sur un bottom, et donc j'ai fait avant que ça remonte à l'os. Donc comme ça j'accumule des EGLD pendant que ça baisse et tout. Et je vais peut-être songer à commencer à enlever mon stacking quand on arrivera sur 10 niveaux qui sont assez hauts sur Elrond. Voilà, pour pas être bloqué, parce qu'en fait t'as 10 jours de retrait au niveau du stacking, et le stacking je vous rappelle en fait c'est des intérêts qu'on a sur ces crypto-monnaies. Par exemple sur Just Mining, sur la pool de stacking de Just Mining, on a 16% par an. Et c'est pas 16% par an sur ces dollars, c'est 16% par an sur ces jeux EGLD. Voilà. Donc quand on sait que c'est un token à long terme qui va être potentiellement haut, c'est 16% multiplié par le nombre de pourcentages qu'il va faire. On peut stacker combien au minimum? C'est 1 EGLD au minimum. 1 EGLD, ce qui équivaut à peu près, je vais te le dire en direct live, à 170 $, 150 €, un truc comme ça. C'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Vers une décentralisation complète du réseau Elrond, l'ouverture des pools de stacking aura lieu le 26 mars 2021. Le lancement des nouveaux nœuds est prévu le 5 avril 2021. Peut-être qu'il y en a qui ont vu le passage de Asher dans Popcorn et qui donc veulent s'intéresser à la crypto aujourd'hui. Je parle de Popcorn parce que c'est une émission qui est sur Twitch et tout. Moi perso je l'ai pas vu son passage, mais je sais qu'il y en a que ça a fait beaucoup réagir et tout. Mathéo en avait parlé. Donc voilà, toutes les personnes qui sont sur Twitch et qui veulent apprendre les cryptos, je vous invite à venir sur ce live, poser des questions, même si ça paraît les questions les plus connes du monde, je vous en supplie, posez des questions. Réellement, moi je suis là pour vous apprendre et tout, et on se moquera pas de vous. Justement, nous dans les cryptos, enfin moi je suis plutôt dans ce sens-là, hein, je suis pas dans le sens en mode on va cracher sur les mecs qui ne comprennent rien, ou qui ne comprennent pas, ou qui viennent d'arriver. Mais je suis plus en mode, si quelqu'un pose une question, bien qu'elle soit hyper basique, on va lui répondre. Parce que ça va améliorer nous nos connaissances, en expliquant à la personne qu'est-ce que c'est les cryptos, et la personne va apprendre des cryptos, et va potentiellement être intéressée par les cryptos du coup. Moi j'ai entendu beaucoup de... C'était partagé, hein. C'était assez partagé, moi j'ai entendu. J'ai entendu que dans le chat c'était plutôt... 50-50 quoi. Genre il y avait une partie qui était intéressée, qui connaissait pas trop, qui voulait avoir des applications en plus et tout sur la blockchain. Par contre, il y avait une autre partie qui était vraiment en mode ça sert à rien, c'est que de la spéculation et tout. Et c'est ce qu'on reproche beaucoup. Mais en fait en soi la spéculation c'est pas malsain, hein, c'est sain plutôt la spéculation. Alors je dis pas dans le sens c'est sain en mode on va faire des gains de partout, mais c'est sain dans le sens où tu peux pas lancer une technologie sur le marché et que tout le monde s'y intéresse sans vouloir donner un prix, sans vouloir l'acheter et tout, c'est le marché, c'est comme ça, c'est le capitalisme on va dire. Mais d'un autre côté aussi c'est forcément sain parce qu'à terme on va trouver un prix qui sera potentiellement stable ou alors plus stable, et les gens vont se rendre compte que bien au-delà du prix qui fluctue par rapport au dollar, le bitcoin reste toujours un bitcoin. C'est-à-dire que je sais pas combien il y a eu taux d'inflation par exemple sur le dollar depuis 2009, mais je pense que si vous aviez 1 $ en 2009, aujourd'hui il vaudrait peut-être aller 80-85 centimes, j'ai envie de dire quelque chose comme ça. Alors qu'un bitcoin que vous achetiez en 2009 au lancement, aujourd'hui ça vaut toujours un bitcoin. Alors certes par rapport au dollar ça change, mais par rapport au bitcoin ça change pas. Par rapport au bitcoin ça change pas. Les NFT ils sont basés sur la blockchain mise au point les gars. Oui, le bitcoin ça consomme de l'énergie, nanana. Alors oui, le bitcoin ça consomme énormément d'énergie. Il faut savoir que après des rapports et des enquêtes, plus de 50% de la puissance de minage des bitcoins est effectué grâce à de l'énergie verte. Je vais peut-être baisser un petit peu le son là du coup. Et effectué grâce à de l'énergie verte. Mais ce n'est pas le sujet, nous on parle des NFT. Alors la plupart des NFT sont basés sur la blockchain Ethereum, ETH.
ETH, ils sont encore sous un système de proof of work. Alors certes, ça consomme beaucoup d'énergie, mais ça représente rien du tout par rapport au système monétaire actuel. Je veux dire, d'autant plus, c'est même pas un danger pour l'environnement. Alors certes, je peux comprendre les matériaux rares. Ça, c'est peut-être le truc qui fait le plus débat. C'est comme les voitures électriques, hein, sauf que ça, ils en parlent pas, tu vois, par exemple. On sait dans les voitures électriques qu'il y a du lithium, qu'il y a des trucs qui sont vraiment mauvais pour la santé, et qui en plus sont récoltés par des petits-enfants dans des mines, mais ça, on n'en parle pas, par exemple. Donc, bon, voilà. Et je pense que la production de voitures électriques dans le monde est beaucoup plus importante que la production d'ASIC pour miner du Bitcoin. Bah en fait ça fait un peu rêver, mais d'un autre côté ils disent aussi beaucoup de trucs mal argumentés en fait. Certes c'est pas un danger pour l'environnement, je pense que certains états sont beaucoup plus dangereux pour l'environnement, parce que je vous rappelle que le Bitcoin, je crois, toute la puissance pour miner du Bitcoin est représentative d'un pays, je crois, qui est genre 150e au niveau de la liste des pays qui consomment le plus, enfin je sais plus. Mais en gros, c'est risible, enfin c'est un pays qui est minuscule, et bien sûr, Visa consomme bien plus que le Bitcoin, etc. D'autant plus que le Bitcoin, en fait, il est décentralisé, il est de manière pair à pair. Certes, il est très spéculatif, mais tu sors complètement des états. Donc forcément, tu as besoin d'une grande puissance de minage. D'autant plus, on ne parle pas aussi de tout ce qu'il faut pour créer des billets, par exemple, tout ce qu'il faut pour faire marcher l'économie au niveau de l'euro et tout, toutes les installations qui sont installées pour accéder aux cartes bleues, aux cartes bancaires et tout. Nous, tu as juste besoin d'un téléphone, frérot. Hein. Un téléphone, à la limite un PC peut-être, peut-être une clé USB aussi pour mettre tes cryptos dessus, notamment une Ledger. Mais sinon, c'est tout. Hein. Donc en vrai, je veux dire, les crypto-monnaies, ça consomme au niveau total, je pense que, au niveau émission de CO2, je pense que ça consomme mais extrêmement moins que la finance traditionnelle. Là, on parlait des NFT. Les NFT, ils sont stockés certes dans des serveurs, donc certains, ça dépend de la blockchain aussi. Sur Ether, ils sont encore sur le proof of work, donc c'est-à-dire des cartes graphiques qui minent à fond. Par contre, il y a d'autres protocoles qui sont là uniquement gérés par des serveurs, entre guillemets, j'ai envie de dire, qui n'offrent pas une puissance de calcul, mais plutôt c'est pas des disques durs, je saurais pas comment expliquer, mais c'est du stockage en fait. C'est-à-dire que par exemple sur la blockchain Elrond, ce qui va faire fonctionner ce réseau, c'est combien de personnes auront délégué leurs Elrond, donc leur crypto-monnaie, combien en auront donné à la blockchain pour qu'elle puisse sécuriser ces transactions. Et plus il y a de stacking sur Elrond, plus il y a de personnes qui donnent leurs EGLD, et bien plus la blockchain est décentralisée et plus la blockchain est sécurisée. Alors la clé Ledger, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est simplement une clé USB en fait, sur laquelle vous allez avoir votre mot de passe qui sera infalsifiable, c'est-à-dire que vous ne pourrez accéder qu'à vos cryptos, enfin vous pourrez faire des transactions sur votre portefeuille de crypto-monnaie seulement grâce à cette clé USB. Et si vous voulez encore plus le sécuriser, vous pouvez faire appel à des protocoles, donc c'est-à-dire des algorithmes en fait, décentralisés tout simplement, qui vont dire bon bah toi t'as pas le droit de faire de transactions s'il n'y a pas telle personne et telle personne qui valide la transaction. Ça c'est bien quand tu as une entreprise par exemple où tu as beaucoup de crypto-monnaies et que tu as envie de beaucoup la sécuriser. Je vous rappelle, il y a quelques jours, quelques semaines, Asher s'est fait agresser à son domicile, et là où l'agresseur était complètement idiot, c'est que l'agresseur pensait venir chez lui, l'intimider pour pouvoir récupérer ses crypto-monnaies. Autrement dit, il pensait pouvoir récupérer son code à 4 chiffres pour sa ledger et ensuite faire tout ce qu'il voulait sur la blockchain. Or c'est pas comme ça que ça marche. Asher forcément il a une ledger, mais il a plein de collaborateurs. Bon du coup là on a un Bitcoin du coup à 42 500 du coup, il a fait une énorme percée à la hausse durant ces derniers jours. On vole grâce à cette bougie de volume, tout à fait. Et quand on a des volumes qui sont extrêmement hauts comme ça en un jour, et une bougie comme ça qui fait un plus 10% en un jour, excusez-moi, ça s'appelle une bougie de break. D'autant plus que vous voyez que là on avait une tendance, ça faisait presque 2 mois je pense. Ça faisait depuis le 8 novembre, ouais, ça faisait bien 2 mois qu'on était en train de ouais, ça fait 2 mois pile aujourd'hui. Enfin non, 2 mois pile presque, environ. Qu'on était en train d'essayer de la transpercer. Et finalement, qu'on a rebondi plusieurs fois dessus, donc une fois ici, une fois, bah ici pas trop, j'ai pas trop envie de le dire, ici, et la dernière fois qu'on a été la toucher, bah c'est justement ici, et on l'a même transpercé. Donc là on est en train de traverser le ruban. Alors le ruban de moyenne mobile, c'est quelque chose sur lequel on vient rebondir, on vient toucher. Genre là par exemple on a rebondi dessus, on l'a même pas traversé avec des mèches, on s'est fait rejeter. Là on a commencé à essayer de le traverser, on a rebondi sur cette tendance, on s'est fait rejeter, jusqu'à trouver un bottom. Et là, on commence à repartir à la hausse, et on la break, et on est en train de passer le ruban. Pour l'instant, ça ressemble un peu au scénario qu'on a ici, c'est-à-dire qu'aucune mèche n'est passée pour l'instant au-dessus du ruban de moyenne mobile, en daily.
Et donc c'est potentiellement, si on arrive à clôturer un moment au-dessus du ruban, ça sera potentiellement haussier. Je suis encore dubitatif là-dessus, notamment sur le fait que bah, en réalité, on a une tendance haussière, mais pourtant on a des volumes qui descendent. Les volumes, c'est les barres que vous voyez en bas ici. Donc voilà, donc ça c'est plutôt signe de retournement. C'est-à-dire qu'on monte, mais plus on monte, moins de gens font de trade. C'est-à-dire que là, peut-être cette hausse aujourd'hui, elle est due par exemple à... Imaginons que la hausse qu'on a eue il y a quelques jours, elle est due par exemple à 100 acheteurs et 10 vendeurs, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, et peut-être que la hausse d'aujourd'hui, bah il y a un seul mec qui a acheté quoi, et c'est trouve il y a un mec qui a vendu mais un peu moins quoi. Et donc c'est pour ça qu'on a des volumes beaucoup moins grands. C'est très simplifié comme schéma. En gros, j'ai mis ces carrés à peu près quand on était ici. Et là, moi, je me suis dit, on va sûrement avoir un retour. Tac, on va repasser dans cette zone verte. C'est pour ça que je me suis mis une alerte ici au niveau des 35 000. Je me dis qu'on va sûrement passer au niveau des 35 000. Et ensuite, qu'on allait traverser le ruban, justement, en weekly. Au niveau de cette zone rouge à peu près. Vous voyez? Donc moi c'est ce que je me disais. Visiblement c'est pas ce qu'on est en train de nous faire. Hein. Le Bitcoin c'est absolument pas ce qu'il est en train de nous faire. Mais je ne désespère pas. Hein. Je me dis qu'on peut toujours avoir soit un retour sur cette tendance. Donc là la flèche là en blanc. En blanc. Soit un retour sur la tendance et ensuite on va repump et on va traverser le ruban. Soit on va revenir carrément dans le carré vert plus bas plus tard. Et pour nous faire un bottom, une dernière mèche aux 30 000 que les baleines puissent racheter. Les baleines c'est les personnes qui possèdent plus de 1000 bitcoins sur le marché, donc c'est quand même assez conséquent. 1000 bitcoins ça fait à peu près 3,5 millions hein, je crois. Non, 3,5 milliards, pardon. Et donc après, passer au-dessus du ruban, et je vous promets que si on passe au-dessus du ruban en weekly, comme on l'avait fait la dernière fois, vous voyez ici, on était descendu en dessous du ruban cet été, dès qu'on l'a transpercé, hop, on a rebondi là-dessus, et ensuite on est parti faire notre ATH. Donc voilà, en weekly apparemment, ah oui, bientôt un croisement du MACD, donc ça c'est ce que je vous avais parlé la semaine dernière, et il y a 2 semaines, il y a 3 semaines même. Donc ça c'est le MACD qui est une représentation en fait du marché, mais dans le sens où c'est plus simplifié, et on voit plus en mode les tendances haussières et baissières. Donc là on peut voir qu'on est dans une tendance baissière, mais on a eu un retournement. C'est-à-dire que là on avait des bougies, enfin des barres qui étaient de plus en plus basses, donc rouges, et là on commence à avoir des bougies qui sont de plus en plus hautes. Et comme on le voit ici, dès qu'on a un retournement au niveau des bougies, et ben c'est à peu près là où on stabilise et on commence à repartir à la hausse. Donc là c'est potentiellement bon, À voir comment ça évolue dans les prochains jours, prochaines semaines, mais c'est plutôt cool à voir en tout cas, ça fait extrêmement plaisir et ça redonne du courage et de l'espoir sur le marché. Bon pareil, le RSI il a rebondi, attention au rejet du ruban et voilà c'est tout. Comment savoir si les whales sont pas déjà rentrées? Si elles sont déjà rentrées, mais si on revient à un bottom, elles vont pouvoir encore une fois rentrer, et c'est là qu'on va pouvoir faire un double bottom. Un double bottom en fait c'est un W si vous voulez, un double bottom c'est ça. Donc là on est en weekly, hein, c'est-à-dire qu'une bougie égale une semaine. On pourrait faire un truc comme ça, tac, un W, et on repart à la hausse. Et un W comme ça, surtout quand il est un petit peu en ascendant, c'est très propre et c'est synonyme de tendance haussière. Solana, je me suis voulu de ne pas m'y avoir intéressé assez. Avax, je suis déçu d'être ressorti trop tôt. Elrond, je suis pas déçu parce que je me suis beaucoup intéressé. Axie Infinity, le Play to Earn, je suis déçu de pas m'y être intéressé plus tôt. Les NFT, je suis déçu de ne pas en avoir acheté plus tôt, ou du moins d'avoir investi plus tôt dans certaines plateformes et tout. Bref, je suis déçu de beaucoup de choses, et du coup je me suis fait la promesse que pour le prochain bull run, ou au moins pour la prochaine période d'accumulation, dès que je vois un protocole ou une crypto-monnaie qui m'a l'air extrêmement bien au niveau des fondamentaux, j'investis. Bon du coup on passe sur les news, et on va tout de suite commencer avec le festival Coachella qui a créé des NFT pour ses tickets. Alors le festival Coachella c'est un des plus gros festivals au monde je crois, moi j'ai jamais trop vu à quoi ça ressemblait, etc. Je suis pas trop festival, mais c'est une bonne opportunité pour démocratiser les cryptos, ça c'est sûr et certain, et c'est super positif, c'est-à-dire qu'en fait ils vont proposer des tickets à vie sous forme de NFT. Donc là, Cryptos ils nous disent c'est au tour du festival Coachella de proposer des tokens non fongibles NFT. Les intéressés se verront délivrer un ticket à vie ainsi que des expériences exclusives. Le tout repose sur un partenariat avec la plateforme FTX. Ah ouais, en plus c'est un partenariat avec FTX. Donc ça c'est plutôt génial, et en fait ça va amener toutes les personnes qui par exemple achètent un billet Coachella à se créer un wallet crypto, à se créer par exemple compte FTX, à commencer à rentrer dans l'univers des cryptos, et à utiliser des NFT, notamment avec des expériences exclusives et tout, peut-être dans le métaverse, etc. Enfin voilà. Donc c'est plutôt positif je trouve, ce genre de choses, et bien sûr ça va dans la lignée de la hype des NFT.
Je pense que si les NFT n'avaient pas été aussi hype, le festival Coachella ne s'y serait pas intéressé. Mais ça prouve quelque chose, ça prouve que les cryptos commencent à avoir une grosse part, et quand on voit des personnes qui disent que les cryptos ça n'a aucun avenir, que c'est simplement de la spéculation et que ça va revenir à zéro, ça m'étonnerait. La capitalisation du stablecoin USDC dépasse désormais 50 milliards. Extrêmement bonne nouvelle, et ça prouve quoi? Ça prouve, enfin moi je pense que à terme ça remplacera l'USDT. Je m'explique. L'USDT est tout simplement un stablecoin, c'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie qui est adossée au dollar. L'USDC est aussi un stablecoin. En revanche, le problème de l'USDT, c'est qu'il a eu des problèmes parfois au niveau des gendarmes du marché, si vous voulez, où ils expliquaient qu'en fait, Tether, donc l'entreprise qui donne les USDT, n'aurait pas autant d'USDT que ce qu'ils donnent dans leur coffre. C'est tout à fait possible, et ça serait un assez gros problème pour l'univers des crypto-monnaies, etc. Parce que si on se rend compte au final qu'il y a une entreprise qui n'a pas assez de réserves en dollars par rapport à ce qu'ils proposent en stablecoin, et ben ça crée un gros déséquilibre, et là les gendarmes du marché peuvent frapper vraiment fort en essayant de réguler les stablecoins, en essayant de frapper sur les crypto-monnaies et tout, et si l'USDT se casse la gueule, ça peut mettre à mal des protocoles DeFi, des exchanges, et le système des cryptos tout entier. Oui, je regarde mes notes parce que c'est un petit peu ce qu'il dit Asher dans sa vidéo. Asher a fait une vidéo sur le rapport Messari, c'est un rapport qui récapitule toute l'année 2021, sur qu'est-ce qui s'est développé dans l'univers des crypto-monnaies, de la blockchain, des protocoles DeFi et tout, enfin bref, tout l'univers des crypto-monnaies qu'on adore tant dans cette émission. Et en fait, il explique à un moment que l'USDT, s'il vient à tomber, ça peut mettre à mal tout l'univers des crypto-monnaies. Donc, il faut faire attention à ça, et je pense que l'USDC est une bonne solution. D'ailleurs, je vous invite, vous, si vous avez que des USDT dans votre portefeuille, à vous diversifier, à prendre de l'UST, à prendre des USDT, à prendre d'autres, bien sûr, stablecoins, même pas forcément adossés au dollar, mais peut-être au franc suisse, ou j'en sais rien, qui peuvent exister. Et à ce moment-là, vous serez moins exposé sur l'USDT, et donc potentiellement avoir un risque de baisse moindre. Mais je vous jure que si le plus gros stablecoin du marché, qui est l'USDT, se casse la gueule, ça peut faire extrêmement mal au Bitcoin. Parce que les gens pourront plus sortir du coup leur Bitcoin, ils pourront plus acheter forcément parce que le prix de l'USDT il sera complètement en fluctuation, il sera complètement insensé par rapport à ce qu'il doit être. Je vous rappelle qu'il doit être à 1$, toujours un USDT ça doit être toujours à 1$. Et du coup la dernière news c'est tout simplement qu'il ne faut pas, moi je voulais vous rappeler quelque chose, qu'il ne faut pas oublier la vraie philosophie derrière le Bitcoin. Beaucoup reprochent la spéculation qu'il y a sur le prix, le fait qu'il soit pas stable, etc. comme par exemple par rapport au stablecoin. Beaucoup lui reprochent ça. Moi c'est pas reproche que je le ferai, je pense que c'est plutôt une force parce que ça prouve en fait à quel point le marché est jeune et à quel point c'est pas accessible à tout le monde. Genre aujourd'hui pour entrer sur le Bitcoin, pour comprendre réellement le Bitcoin, il faut le vouloir, parce que quand on voit tous les médias qui disent oui c'est spéculatif, attention au climat et tout machin, ça donne envie à personne d'y entrer. Et du coup aujourd'hui toutes les personnes qui sont sur les cryptos, pour moi je dis pas que c'est des intellectuels, mais c'est des personnes qui ont franchi le pas, qui ont passé le pas, et qui aujourd'hui ont un coup d'avance sur toutes les personnes qui n'ont pas encore franchi le pas. Je dis pas que les personnes sont en tort de faire ça, bien évidemment, c'est tous les médias et c'est toute la peur qu'on a sur les marchés et tout qui fait qu'on a du mal à se lancer. Mais pour moi, toutes les personnes qui sont aujourd'hui sur ce stream et qui sont lancées dans les cryptos et qui veulent s'intéresser aux cryptos, ils auront un coup d'avance pour le futur. Et donc pour moi, c'est une force parce que ça permet de filtrer en fait toutes les personnes qui ont ce mindset-là, ce mindset de pouvoir investir sur le Bitcoin et tout. Aussi, le Bitcoin, quelle est la philosophie derrière le Bitcoin? Il faut se rappeler aussi que le but, c'est de se séparer de la mainmise des États sur la monnaie, en fait, tout simplement. Je vous rappelle que l'euro, il est contrôlé par la Banque centrale, c'est-à-dire que c'est la Banque centrale qui dit « Ok, cette année, on a émis 20 milliards de billets, je dis un nom au hasard, mais bref, 20 millions de billets, ça a rajouté en plus tel nombre d'euros sur le marché, et pourtant l'euro reste toujours à 1 euro. Non, c'est pas possible. D'une année à l'autre, il y a de l'inflation, c'est ça l'inflation. Et le Bitcoin, en fait, permet de contrer l'inflation. Alors forcément, il n'est pas stable, mais d'un autre côté, que vous achetiez un Bitcoin début 2020, début 2009, début 2013, peu importe quand, il vaudra toujours un Bitcoin. Alors que 1 euro, vous l'achetez par exemple début 2009, peut-être qu'aujourd'hui il vaut que 80 centimes. Ça s'appelle l'inflation, c'est-à-dire que votre valeur, elle diminue au fur et à mesure du temps. Alors on dit beaucoup, c'est les prix qui augmentent. Non, c'est-à-dire que la farine, elle vaudra toujours la même chose, à part s'il y a une pénurie, etc. Mais bon, là on rentre dans des détails plus complexes où on a deux variables. Par exemple, le blé ou la farine, ça va valoir toujours à peu près le même prix. Par contre, l'euro, lui, il va perdre de la valeur. Et du coup, la farine va devoir augmenter son prix.
Alors du coup, pour le grand public, c'est plutôt l'inflation, c'est les prix qui augmentent et les salaires qui restent le même. Sauf qu'en fait, non, c'est plutôt l'euro qui diminue, mais ça, personne s'en rend compte. Parce qu'il y a les médias, parce qu'il y a les États et tout, et donc on a confiance en les États, bien évidemment. C'est-à-dire que les États se croient malins en ridiculisant le Bitcoin parce qu'il est spéculatif, donc il fluctue. Mais d'un autre côté, ce qu'ils disent pas, c'est que le Bitcoin, il n'y a pas d'inflation dessus. Il y a une légère inflation, dans le sens où il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, et aujourd'hui on est à peu près à 19 millions de Bitcoin, je crois, émis sur le marché. Comment est-ce que tu les émets? Bah, c'est avec les mineurs de Bitcoin. Quand un mineur réussit à résoudre une transaction, il gagne aujourd'hui 6,5 Bitcoin. C'est des choses que je répète à peu près à chaque live, mais c'est important de les répéter, et je trouve que ça fait pas de mal en tout cas de comprendre toujours encore et encore à comment fonctionne la blockchain et comment fonctionne le Bitcoin. Et les derniers bitcoins seront minés, enfin il n'y aura jamais, les derniers bitcoins seront jamais minés dans tous les cas, mais vers 2143 je crois, les derniers bitcoins, en tout cas les dernières fractions de bitcoin seront minées. Et en fait tous les 4 ans, la récompense de minage aussi elle divise par 2. C'est-à-dire qu'au début c'était 50, ensuite c'est passé à 25, ensuite c'est 12,5, aujourd'hui c'est 6,5, et en 2024 ça sera 3,125, enfin bref. Et du coup au fur et à mesure, il faut que les mineurs soient récompensés de la même manière, et donc c'est pour ça que le prix du bitcoin augmente au fur et à mesure des années. Parce que si la récompense de minage est divisée par 2, alors le prix du bitcoin doit au minimum faire x2 à chaque fois. Aujourd'hui, pourquoi chaque État, ou en tout cas chaque union, a créé sa monnaie, c'est parce qu'ils voulaient pas avoir, ils voulaient pas avoir utilisé la monnaie d'une autre union ou d'un autre État. Par exemple, le dollar, aujourd'hui, il est assez universel. Si on utilisait le dollar partout sur Terre, ça serait super, ça serait génial. Le problème, ça veut dire que les États-Unis auraient la main mise sur... Ils contrôleraient tout, en fait. Et quand tu contrôles ta monnaie, alors tu peux contrôler le peuple, entre guillemets. C'est pas exactement ça, mais bon, bref, vous avez compris. Là, par exemple, il y a l'Union Européenne qui contrôle l'euro, donc qui contrôle chacun... Et puis après, t'as les banques centrales de chaque pays qui contrôlent l'euro dans tous les pays et tout. Et puis ensuite, t'as les banques privées, du coup, qui s'occupent de faire des crédits, enfin bref, machin. Du coup, si on utilisait le dollar partout, et ben ça voudrait dire que les États-Unis contrôleraient l'entièreté du monde, entre guillemets, quoi. Donc c'est pour ça que tous les États et les unions ont voulu créer leur propre monnaie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le dollar canadien et le dollar américain. C'est pour faire la distinction entre les deux, pour éviter que les États-Unis aient un contrôle sur le Canada. Or moi, je pense que le Bitcoin, par exemple, il pourrait servir pour les échanges internationaux. On s'en foutrait du prix, ou alors peut-être à l'équivalence du dollar, mais du coup ça fait quand même une certaine souveraineté, enfin pas une souveraineté, mais un certain contrôle des États-Unis sur le prix du Bitcoin, entre guillemets, enfin sur les échanges internationaux. Donc moi je me dis, on devrait avoir un prix fixe en Bitcoin, ce qui pourrait stabiliser le prix au fur et à mesure du temps pour les échanges internationaux. C'est contrôlé par aucun État, on ne connaît pas son créateur, le créateur a disparu, et le créateur ne reviendra probablement jamais. Parce que le but du Bitcoin, le but de la création du Bitcoin, c'était de créer justement une monnaie décentralisée, contrôlée par personne, parce que si au tout début la CIA ou le FBI et tout, on aurait su qui était le créateur du Bitcoin, alors le Bitcoin aurait pu être détruit. Comment fixer un prix avec un cours qui bouge? Alors tu peux pas forcément fixer le prix, c'est juste qu'au fur et à mesure du temps, plus les gens vont se rendre compte des fondamentaux du Bitcoin et plus, plus les gens vont l'utiliser de manière stable, plus le prix va se lisser en fait, si vous voulez. Quand on est, par exemple, dans un magasin, au fur et à mesure des jours, les prix vont pas changer en euros. Et bah pourquoi on pourrait pas remplacer ça par le Bitcoin? Parce que le Bitcoin n'est pas stable. Mais en fait, la monnaie est stable parce que les prix ne bougent pas en magasin. Je sais pas si vous comprenez, mais moi en tout cas c'est ma théorie. Ma théorie c'est que l'euro, on le trouve stable, parce qu'il change pas d'un jour à l'autre de valeur, parce que c'est une valeur à part entière. Et le Bitcoin aussi, c'est une valeur à part entière. Et il ne bouge pas d'un moment à l'autre. Et pour moi, par exemple, en magasin, si on avait des prix fixes en Bitcoin, eh ben ça lisserait au fur et à mesure le prix du Bitcoin. Parce que les gens auront aucun intérêt à le revendre et le racheter. En fait, il faut juste changer sa vision. Par exemple, si tout était adossé au dollar, eh ben on verrait que l'euro, il bouge en fonction du temps. Voilà exactement combien vaut 1 euro au fur et à mesure du temps. Donc c'est-à-dire que entre ce moment-là, au moment où vous avez converti votre euro en dollars. Par exemple, imaginons que vous avez passé vos euros en stablecoin à partir d'ici, donc vers début 2021, et ben aujourd'hui ça a perdu pas mal de sa valeur du coup. Donc si vous retransférez vos dollars face aux euros, et ben vos euros ont perdu de la valeur. Et inversement, vous rentrez ici, vous convertissez vos dollars ici, et que l'euro il reprend de la valeur face au dollar, et ben vous aurez perdu de la valeur dans vos dollars, mais vous aurez gagné de la valeur en euros. Si j'ai envie d'investir sur un actif et qu'il soit contrôlé par rien du tout, qu'il soit sur la blockchain et complètement décentralisé, c'est mon droit.
Je fais ce que je veux de mon argent. Aujourd'hui, c'est pour retrouver la liberté de son argent. Par exemple, je prends l'exemple de Crypto Future, Mathéo, qui doit faire des virements à peu près à 19 personnes qui travaillent pour lui tout au long du mois, que ce soit les graphistes, que ce soit moi, que ce soit le comptable, que ce soit peu importe. Il doit faire des virements à 19 personnes et sa banque le bloque à un plafond. Et c'est-à-dire que le mec, il gagne de l'argent, il gagne son argent lui-même, il fait son taf, il gagne de l'argent sur YouTube et tout, sur Twitch, et il ne peut même pas le dépenser à sa guise. Tout simplement parce que tu as une banque qui te dit bah non, si tu veux dépenser plus, il faut mettre un plafond plus haut. Et pour mettre un plafond plus haut, il faut que tu mettes 100-150 balles par mois dans ton compte en banque. Là où le Bitcoin, tu peux faire des transactions de milliards et de milliards, tu payeras toujours la même somme au niveau des frais de transaction. Et c'est ça qui est vraiment révolutionnaire là-dedans. Et donc ils peuvent taxer ce qu'ils veulent. Moi, si j'ai un portefeuille et que j'ai pas renseigné mon identité dessus, si j'ai un portefeuille, tu peux le créer n'importe comment ton portefeuille Bitcoin. Si j'ai un portefeuille Bitcoin et que je veux faire des transactions à n'importe qui, je peux. Demain, je peux. Je me fais une transaction sur ce portefeuille, je me mets 100 $. Et je fais des transactions à qui je veux. Voilà. Voici le graphique du Bitcoin à long terme. Alors là, ce que vous voyez, c'est que chaque petite bougie, là, chaque petit bâton, c'est un mois. Et donc, on remonte jusqu'en 2011. Alors, les barres que vous voyez, ça s'appelle les halving. Halving, en anglais, half, ça veut dire la moitié. Donc, halving, en fait, ça veut dire que tu divises la récompense de minage par deux. Tu prends la moitié à chaque. Donc, au début, ici, dans cette partie-là, c'était 50 bitcoins. Ici, ensuite, c'était 25 bitcoins. La récompense de minage. La récompense de minage, c'est quoi? C'est qu'au final, en fait, vous avez entendu l'analogie comme quoi la blockchain c'était un grand livre de comptes. En fait, à chaque fois, toutes les 8 minutes, je crois, t'as une nouvelle page qui se tourne. T'as toutes les transactions des mecs. Donc, par exemple, XAB670 a fait une transaction à B6 28086. C'est des noms de. Bref, t'as toutes les transactions, tac, 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 avec le nombre de bitcoins, le nombre de frais, le nombre de trucs, à telle heure, à qui est-ce qu'elle a été envoyée. T'as toutes les transactions. Et pour clôturer cette page, il faut que des mineurs fassent des calculs à fond pour trouver le résultat de cette page. Et une fois que 1000 ordinateurs, que tous les mineurs qui ont essayé de résoudre ce problème ont résolu l'équation, il y a la récompense qui est débloquée. Cette page est fermée et la récompense est absorbée. Et ensuite, la récompense, c'est quoi? Au début, comme je dis, 50 bitcoins, 25 bitcoins, 12,5. Là, on est à 6,5 du coup, et ensuite on passera à 3,125. Du coup, au fur et à mesure, le prix du Bitcoin doit augmenter si on veut que les mineurs soient rémunérés à la même hauteur. Et à cause de l'emballement et de la technologie qui est vraiment géniale, ça fait que le prix s'emballe et est surévalué et tout. Et c'est pour ça qu'on a des phases de bear market et de bull run. Alors le bull run, c'est quoi? C'est une phase haussière. Un bear market, c'est quoi? C'est une phase baissière plus une phase d'accumulation. Donc là, on peut voir qu'en 2013, on a eu un bull run. Puis une grosse phase d'accumulation, accumulation. Et une fois qu'on a dépassé l'ATH, le all-time high, le plus haut de tous les temps, à partir de là, on est parti en 2017 en bull run. On appelle un bull run, la course du taureau. Tac, on arrive tout en haut à un prix qui est purement spéculatif, on va pas se mentir, qui est surévalué, et du coup à ce moment-là, le marché se dit, bon, c'est trop haut, et les personnes qui rentrent à la fin peuvent que se mordre les doigts en fait. Et du coup là on part en phase de bear market, accumulation, tac tac tac, et là paf, ici à partir de là on commence, donc vers décembre 2020, on commence à retrouver l'ATH du Bitcoin, et là on part en bull run. Alors on pensait qu'on allait partir beaucoup plus vite et beaucoup plus haut plus rapidement, finalement ça n'a pas été le cas, et du coup là on n'est pas en phase d'accumulation, mais on est plutôt en phase encore je dirais de tendance haussière, mais qui a corrigé. Donc voilà. Alors, la question du jour, c'est quoi? Il y a 3 semaines, je vous ai demandé quoi? Je vous ai demandé comment est-ce que vous avez vécu la semaine de rouge? Et aujourd'hui, alors, je vais pas pouvoir vous faire un sondage parce que c'est complètement galère là, mon PC est en PLS. Donc il y a 3 semaines, je vous ai demandé comment est-ce que vous avez vécu la semaine de rouge, parce qu'on a eu une semaine complètement rouge, c'était vraiment un bain de sang et tout, on est redescendu aux 33 000 $. Là, le Bitcoin est à 42 000 $ à peu près. Ouais, 42 000 $, c'est ça. Et donc j'ai envie de demander comment est-ce que vous avez vécu cette semaine. Est-ce que vous avez racheté? Est-ce que vous avez vendu? Ou est-ce que vous avez simplement observé? Ou est-ce que vous êtes juste néophyte et que vous avez rien vu vous avez rien compris de ce qui s'est passé? On a touché des plus hauts qu'on n'avait pas atteints depuis 2 ou 3 semaines. Donc ça fait plaisir. Par contre, il y en a beaucoup qui vont racheter sur ces points-là. Beaucoup de gens vont se dire « Ah, c'est bon, ça augmente », et c'est normal, c'est la psychologie humaine. Les gens vont se dire « Ça augmente, bon bah let's go, on va racheter ». Sauf que ça se passe pas exactement comme ça, il faut plutôt réfléchir de manière à ce que, bon bah ça augmente, ça veut dire que les gens achètent. Si les gens achètent, bah moi j'ai plutôt commencé à prendre des profits. Donc moi, dans cette phase, j'étais pas en gain, du coup je vais pas revendre. Moi je revends pas tant que je suis pas en gain. J'ai beau être à moins 1000, moins 10 000 sur mon portefeuille, je ne revendrai rien du tout.
tant que je suis en perte. Parce que je crois à cette technologie, et je suis sûr que dans quelques années, si je revends aujourd'hui à 30 000 $ ou 40 000 $ mes bitcoins, je sens que dans quelques années, je vais me mordre les doigts quand je verrai qu'il est à 300 000 ou 400 000 $. Et la plupart des gens ont simplement observé, hein. C'est dingue. Et beaucoup ont racheté. Personne n'a vendu. Alors je pense que personne n'a vendu parce que la plupart sont en perte, donc ils veulent pas vendre à perte forcément. Et beaucoup ont racheté, c'est un peu du FOMO j'ai envie de dire les gars. Bah rachat en fait c'est un peu dangereux les gars, moi je comprends pas pourquoi vous... En fait si je comprends, parce que c'est la psychologie humaine. Vous voyez que ça pump, vous vous dites ah ça va pump directement. Moi j'ai tellement vu de phases baissières, de repump et tout, nanana, je me suis dit voilà, faut pas racheter ce moment-là. Surtout, d'autant plus quand on voit les volumes qui baissent et tout. C'est plutôt un bull trap hein, dans ce qu'on se dirige. Un bull trap, c'est en fait c'est un piège acheteur si vous voulez. C'est-à-dire qu'on voit que ça augmente, beaucoup vont acheter et au final on va se prendre une baisse. Ce qui fait que des gens vont capituler, vont se dire « Ah non, c'est de la merde et tous les cryptos, j'arrête ». Non, pour participer au sondage, faut pas être abonné, non, du tout. Bitcoin va baisser puis remonter en ce moment, bah moi c'est ce que je pense un petit peu, mais à court terme. Hein. Attention à court terme. Donc si vraiment tu vises long terme, j'explique quelques mois ou plusieurs années, rachète maintenant. Clairement, on est sur des bottoms, on est sur des points bas. Même si ça peut descendre, attention, hein, j'ai pas la parole sainte du tout, hein, on sait pas qu'est-ce qui va se passer sur le marché. NFT c'est juste une bulle spéculative, tout comme les cryptos, tout comme tout en fait. Tout est une bulle spéculative. Hein. Et les bulles spéculatives, c'est pas forcément négatif si t'arrives à les maîtriser. Faut pas attendre les NFT avec une utilité. Je pense qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que c'est très surévalué, mais pour moi en fait, il va falloir attendre que ça se calme un petit peu. Mais ils ont déjà une utilité. Hein. Moi par exemple, j'ai fait du liquidity providing, c'est-à-dire que j'ai amené de la liquidité sur un protocole de Elrond, qui s'appelle le Super, si vous voulez savoir. Et j'ai reçu un NFT grâce à ça en fait. Et ce NFT, ça dit que j'ai été un des premiers supporters de cette blockchain et tout. Et donc je vais pouvoir être repéré parmi les personnes qui ont été les premières en fait, tout simplement sur ce projet. Et si dans quelques années, ce projet est complètement fou, qu'il atteint des sommets et tout, et ben peut-être que certains avantages seront conférés aux personnes qui sont les premiers supporters. Peut-être qu'on aura des avantages et tout, dans certains endroits de ce projet. Et croyez-moi, ce NFT, je vais pas le revendre, parce que j'ai pas forcément envie de le revendre, hein. C'est un cadeau qu'on m'a fait de la part des créateurs du projet, donc j'ai pas envie de le revendre. Et j'attends, je pense que je vais hold et que je vais continuer là-dessus, parce qu'en soi, il a aucune valeur, d'autant plus que si je le revends avec un smart contract, c'est eux qui prennent 99% des royalties. Donc bon, après ça se trouve c'est un projet complètement à chier, et ça va jamais marcher, mais bon, moi je suis content d'avoir ce NFT. Et je pense que tous les NFT que je vais recevoir en cadeau, je vais jamais vouloir les revendre. Parce que c'est un peu comme une fierté en fait, si vous voulez. C'est un peu comme un trophée. Moi je vois ça un peu comme un trophée. L'art c'est pareil, hein. L'art, c'est que de la spéculation. On a envie de décrire ce qui est passé dans la tête de l'auteur, de l'artiste et tout. C'est pour ça que c'est cher. Non, frérot, une idée, ça se compte pas, tu vois. L'art, c'est spéculatif aussi. Les collectibles, c'est spéculatif. Les collectibles, c'est par exemple des cartes NFT et tout. Ça, c'est 100% spéculatif. En revanche, les NFT qui ont une réelle utilité derrière, c'est pas spéculatif, c'est bien mieux. Par contre, les NFT qui seront sur le MNW ont une véritable utilisation, ouais, bien évidemment. Les NFT qui sont là pour certifier une paire de chaussures, comme quoi elle est vraiment véritable, ça a une utilité. Les cartes Pokémon, bah voilà, les cartes Pokémon, frérot, c'est purement spéculatif. Bon, du coup, le bon plan que je voulais vous proposer, c'est le Maiar Exchange. En ce moment, il y a beaucoup de listings sur le Maiar Exchange. Il y a le Plata qui arrive aujourd'hui, ça se trouve, il est déjà d'ailleurs sur le Maiar Exchange. Il y a le Plata qui arrive, et en fait, il y a des bonnes opportunités. Donc là, vous voyez, on est sur le Maiar Exchange, blockchain Elrond, etc., etc. Vous vous connectez juste ici, voilà, tac, vous vous connectez avec l'application Maiar, ou alors ce que vous voulez si vous avez une ledger et tout. Et à partir de là, vous pouvez swap du coup les tokens, des EGLD et tout, dans d'autres tokens. Et normalement ici, aujourd'hui, on aura le Plata qui sera listé, donc une nouvelle crypto. Alors je vous invite pas à acheter directement la crypto dès qu'elle sort. Alors généralement sur les listings sur le Maiar Exchange, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une grosse hausse, parce que t'as tous les mecs qui sont là avec des gros portefeuilles, qui sont là à acheter à je sais pas combien. Ils revendent quand c'est vers les... Quand il a fait, je sais pas moi, peut-être 100-200% par rapport à son listing, même beaucoup plus. Ils revendent, ça redescend vers les 10 centimes, 12 centimes à peu près. Enfin, en tout cas, c'est à peu près ce que j'ai vu. Et ensuite, ça va remonter et ça va se stabiliser vers les 25 centimes pendant un certain temps. Et si le projet est bon derrière, notamment là, je crois que le Plata est un bon projet derrière, il peut augmenter au fur et à mesure. Comme on voit l'aéro, là, il était à 0,75. Donc moi, je pense que ce que je vais jouer, je vais essayer déjà de l'acheter dès le début, pour avoir un prix d'achat, je sais pas, peut-être vers les 20 centimes, quelque chose comme ça. J'attends que ça retombe pour racheter encore une deuxième fois, avec une petite partie de mon portefeuille. Hein. Je tiens à préciser, ça c'est une petite partie de mon portefeuille, parce que je me dis, tout ce que je mets là, je peux le perdre, d'un moment à l'autre. Hein. D'un moment à l'autre, la crypto et les fondateurs de la crypto, ils se barrent avec tout l'argent, avec tout le truc et tout. Il y a beaucoup de airdrop en ce moment. D'ailleurs, il y a sur le Elrond Wiki,
Vous pouvez voir tous les airdrops qu'il y a sur Elrond. Faites attention, il y a des airdrops des fois qui demandent la clé, votre clé de 24 ou de 12 mots, ne la donnez jamais, strictement à personne. Donc là vous voyez qu'il y a tous ces airdrops là, bon quand c'est marqué terminé, bah c'est que c'est fini hein, forcément. Et là vous avez tous ces airdrops, donc là vous avez 2 airdrops. Il faut avoir des comptes Twitter pour la plupart pour y participer. Et s'ils vous demandent votre adresse email, votre compte Twitter ou des trucs comme ça, qui sont plus profonds, moi je me méfie. Des fois ils demandent votre âge, votre sexe et tout, c'est bizarre. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est simplement mettre votre hero tag ou alors votre adresse ERD et comme ça ils peuvent simplement en fait vous envoyer des cryptos. Ils n'ont pas d'autres informations sur vous. Ils peuvent vous demander de signer des transactions bizarres qui vont vous vider tout votre compte. Enfin soyez très prudents et moi je vous invite à créer un deuxième wallet pour les airdrops par exemple. D'ailleurs le 12 février c'est mon anniversaire les gars, vendredi là. Et je ne serai pas là la semaine prochaine aussi, je voulais vous le dire. Je suis au ski la semaine prochaine, je suis en Suisse, donc je suis pas là, je vais être... je vais tout simplement être pas là, je pourrai pas faire de live. Je serai sur les pistes à cette heure-là, j'espère, et j'espère qu'on aura un super beau temps. Et pas au ski d'ailleurs, je serai au snowboard. Hein. C'est le samedi 12, bien évidemment c'est le samedi 12, oui, en effet, c'est pas le vendredi. J'ai toujours été faire du ski en Suisse, et quand je suis rentré au collège, donc c'était en 2013, j'ai dit à mes parents que je voulais faire du snow, je voulais tester le snowboard, parce que ça m'intéressait, je voyais des snows et tout partout sur la piste. Je teste, je kiffe. Pour plusieurs raisons. Chaussures de ski les gars, quand tu marches t'as l'air de Robocop frérot, ça claque de partout, tu t'encules les pieds, je mets les chaussures de snow les gars, c'est des chaussons, on dérive hein, complètement du sujet mais c'est des chaussons les chaussures de snow, tu les fixes, elles sont super, c'est super cool, tout est nickel dans le snow, t'as pas des bâtons, tu t'emmerdes avec là sur les épaules et tout, tu prends à la main ton snow, t'as pas besoin de bâton, t'as 3 trucs, t'as tes 2 bottes et ton snow. Un casque à la limite, ah les gars protégez-vous, sortez couverts, mais tu t'emmerdes avec rien du tout. J'ai kiffé parce que les sensations sont bien meilleures. Alors il y en a qui disent oui j'ai peur, je suis pas face à la pente, nanana. Quand tu tombes en snow, c'est bien mieux parce qu'au moins tu tombes sur l'avant, t'as tes mains pour te rattraper. En ski, vas-y, va tomber sur le cul frérot, tu tombes plutôt sur le côté et tout, et t'as rien pour trop te rattraper, donc c'est là où tu peux te blesser, tu vois. Le style aussi les gars, le style en snow, tu peux pas tester un mec qui a du style en snow. Vraiment, hein. Je t'écoute pour la première fois, je suis novice de chez novice. Bah c'est parfait, là on parle de snowboard les gars. On parle même plus crypto. Donc je vous rappelle que moi j'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans là. Et j'apprends encore beaucoup de la vie. Et du coup ce que j'apprends, bah j'essaie de vous le partager. Peut-être qu'il y a des choses que vous connaissez déjà, parce que vous êtes plus âgé que moi. Et en France, je vous jure, on va avec ma... C'était ce week-end. On est parti à Decathlon ou à Go Sport, je sais plus. Il y a tout un rayon pour les vêtements de ski et tout. Je vois des skis, je fais... Attends, je vais juste aller voir s'il y a des snow et tout. Rien du tout. Aucun snow. Il y avait une quinzaine de paires de skis, aucun snowboard. Et j'ai remarqué sur les pistes en France, il y a peut-être il y a un snow, il y a 2-3 snows sur 100 skieurs, tu vois. Il y a peut-être 3% de snowboarders. Je sais pas combien ça représente à peu près. Alors qu'en Suisse... c'est limite à 50-50, tu vois. Et ça, c'est un peu la mentalité française, dans le sens où j'ai l'impression que c'est un peu les aigris. On est aigris. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup entendu mes grands-parents et tout. C'est pour ça que je voulais pas trop me lancer dans le snowboard quand j'étais petit. Pourtant, ça m'impressionnait, tu vois, quand je voyais des mecs passer à fond et tout. Ils disaient toujours, ouais, les snows, c'est dangereux, ils arrivent pas à freiner, nanana, ils passent à 2 cm de toi. Pas du tout. C'est juste des gens, en fait. T'as des skieurs aussi qui font ça. Ce que je voulais vous dire, oui, c'est libérez-vous du temps et organisez-vous. Depuis 3 semaines, moi, j'ai un calendrier mensuel et hebdomadaire, et je marque tout. C'est-à-dire que j'ai plein de vidéos à faire, j'ai des montages à faire, j'ai des appels à passer, des courses, mon ménage, mes rendez-vous, mes vacances et tout. Je note tout, et ça permet d'être beaucoup plus clair dans ma tête, et dès que j'ai un truc à faire, je me tourne vers mon calendrier, je regarde tout ce que j'ai à faire, et je me dis, ok, il faut que je finisse ça là. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai une vidéo pour Junior Roman à rendre là, ce soir, et je suis pas mal en merde, je suis pas mal en retard, donc il va falloir que je vous laisse. Sur ce, contrôlez votre vie. C'était Alex, c'était un plaisir d'être avec vous, et à la semaine prochaine. Salut tout le monde.